Pour évaluer les normes, il faut une méthode, il faut des outils. Et parmi ces outils, il y a la base Jurica, une base de données qui contient de façon exhaustive, vous le savez, les arrêts rendus par les cours d'appel. C'est un outil donc qui est particulièrement précieux, vous allez nous le dire, pour analyser comment les juges du fond appréhendent les nouvelles normes juridiques. Et cet outil, donc, bien, c'est Madame Salia Safatian qui va nous en parler, magistrate en charge du bureau du contentieux de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Bonjour à tous, je m'appelle Salia Safatian, je suis magistrat à la Cour de cassation, au service de documentation et d'études et du rapport. À titre personnel, je voulais remercier Raphaël Dalmasso de m'avoir convié à ce colloque parce que ça nous donne l'occasion à nous, au SDER, de parler de ce service, de son existence et des travaux qu'il est amené à faire dans le cadre de sa mission d'aide à la décision des collègues qui sont magistrats à la Cour de cassation et aux cours d'appel. Alors, le service de documentation et d'études a été créé par une loi de finances de 1956 et pourtant, malgré l'ancienneté de son existence, c'est un service qui est peu connu. Son organisation et ses attributions sont fixées par le COJ aux articles R 433-1 à -4 de ce code. Et nous sommes organisés en deux pôles au service de documentation et d'études. Il y a le pôle 1, le pôle 2. Le pôle 1 qui est constitué de 6 bureaux miroirs des chambres. Donc il y a un bureau par chambre à la Cour. Et puis ces 6 bureaux sont renforcés par un bureau du droit public et un bureau du droit international et des QPC. Et ces bureaux-là ont une mission double, 2 attributions essentielles. La première qui recouvre des tâches d'aide à la décision des magistrats. Et la seconde attribution qui est la diffusion, la valorisation de la jurisprudence et des publications à la Cour. Et cette seconde attribution-là est assurée par le pôle 2, qui est composé de 2 bureaux. Un bureau de la diffusion, donc c'est celui qui enrichit les arrêts de la Cour, qui fait le titrage, qui publie les sommaires, qui met en œuvre le rapport annuel de la Cour et qui diffuse largement les décisions de la Cour. Et il y a un autre bureau dans ce pôle 2 qui est le bureau de l'open data. Et donc ça va vous intéresser, vous directement, les universitaires, parce que la question sera de savoir maintenant comment, avec le RGPD, vous allez pouvoir accéder à toute cette jurisprudence de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires, des conseils de prud'homme, d'extraire ces décisions-là et de les analyser pour vos travaux. Donc, c'est le COJ qui fixe en réalité le travail du service de documentation et d'études, qui précise que le service de documentation et d'études tient notamment une base des décisions de la Cour de cassation et des décisions rendues par les autres juridictions, qui présente, nous dit le texte, un intérêt particulier, ainsi qu'une base de données distincte qui rassemble l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et les décisions prises par les premiers présidents de ces cours. Alors cet objectif est en cours de réalisation avec l'open data, puisque le vrai gros travail sera de protéger les données personnelles et de distinguer parmi cette masse de décisions auxquelles vous aurez accès les décisions les plus importantes. Donc c'est le travail en cours qui est piloté par le service de documentation et d'études. Et parmi toutes ces bases, nous avons la base Jurica, qui aura permis, en tout cas pour ces travaux, d'entretenir des liens particuliers avec les institutions extérieures aux juridictions et au premier rang desquelles les universitaires que vous êtes. Donc je vais vous présenter en 2 parties, d'abord le mécanisme de mise à disposition des décisions de justice avec l'exemple de la base Jurica. Et puis vous exposer comment nous avons travaillé avec Jurica et avec une autre base qui s'appelle la base Jurinet, comment nous avons exploité ces bases-là dans le cadre de la rédaction d'études qui nous ont été demandées par la Chambre sociale au siège et au parquet, précisément pour les pourvois qui ont eu à connaître des barèmes d'indemnisation.
Alors, sur le mécanisme de mise à disposition des décisions de justice de la base Jurica, alors Jurica, vous l'avez dit, Madame Serverin, c'est une base de données qui a été mise en œuvre, créée en 2008, qui a vocation à rassembler toutes les décisions civiles des cours d'appel. Alors, cette base n'est pas exhaustive, en ce sens que leur alimentation est faite par les greffes des cours d'appel et que, en fonction des greffes, on reçoit ou on ne reçoit pas ces décisions-là, mais cela a vocation à être corrigé avec la mise en place de l'open data. Cette base est intéressante parce qu'elle contient un moteur de recherche qui permet d'accéder à la jurisprudence, qui permet aux magistrats du ressort d'une cour d'appel de mesurer la tendance sur tel thème qui est déterminé par la cour d'appel. Et qui permet aussi, alors ça c'est le SDER qui est amené à le faire, à à veiller, ou en tout cas à analyser, repérer les divergences ou les convergences de jurisprudence entre cours d'appel. Dans le cadre de l'exploitation des bases Jurica, ont été créées, alors il y a à partir de 2008-2010, les premières conventions datent de 2009-2010, je crois. C'est nous qui avions signé la première convention. La première convention signée à Nanterre, oui. Et alors, jusqu'en 2020, j'ai décompté 9 conventions de recherche passées entre l'université et le service de documentation et d'études pour non pas la mise à disposition des décisions de justice, mais leur extraction de la base Jurica. Donc concrètement, à échéance régulière, on vous remettait un CD avec les décisions de justice qui étaient extraites. Donc vous n'aviez pas accès à la base Jurica vous-même. C'est le SDER qui extrayait les décisions pour des questions de protection des données personnelles, à charge pour les universitaires donc de signer une convention de recherche avec des alors j'ai relu hier soir, avec des obligations bien précises qui encadraient cette mise à disposition. Donc vous vous engagiez, alors c'est d'abord une mise à disposition pour la recherche et la recherche publique, une utilisation des décisions à la seule réalisation de l'étude considérée et qui était bien précisée en annexe quant à son objet. Il vous fallait respecter l'intégralité, le sens et la portée des données communiquées. Lorsqu'une décision de justice était citée, il fallait citer la juridiction, sa référence, la date de la décision considérée, et puis respecter la réglementation sur la protection des données personnelles, et notamment le RGPD. Et puis une interdiction de communiquer à des tiers, mais ça c'est le pendant de toutes ces premières obligations, interdiction de communiquer aux tiers ces décisions-là. Et puis cette convention, et c'est pour ça que ces travaux aboutissent, prévoyait un calendrier bien précis pour l'avancement des travaux, avec un retour, des rapports d'étape et un retour fait au service de documentation et d'études pour que lui l'intègre aussi dans son travail de recherche à l'appui des pourvois. Donc en 2019, moi j'ai décompté 8 conventions et il y en a eu une en 2020, celle du 3 février, c'est celle que vous avez signée, je crois que c'est la dernière. J'en ai pas décompté d'autres. Avec la mise en œuvre du RGPD, cette mise à disposition des décisions de justice évolue parce que l'objectif de développer les partenariats avec les universités, valoriser la jurisprudence, cet objectif demeure. Mais nous sommes contraints par toute la réglementation applicable à l'open data. Progressivement, les décisions rendues publiques le seront en open data par les chambres sociales des cours d'appel. Et puis, en dernier lieu, il y aura aussi un accès prévu pour les décisions rendues par les conseils de prud'homme. Alors, je ne développerai pas plus avant, je me contenterai de renvoyer simplement au rapport rédigé par le président Sommer, qui, avant de présider la Chambre sociale, présidait le service de documentation et d'études, le professeur Cadier et le professeur Chenet, qui ont rédigé un rapport qui a été rendu public en juin de l'année dernière, et qui porte sur la diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence,
et qui pose la question suivante: quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes? Donc, ils disent des choses beaucoup mieux que moi je pourrais les dire, donc je vous renvoie à ce rapport qui est publié sur le site de la Cour. Et alors, très brièvement, et c'est la seconde partie de mon intervention, comment le SDER a exploité les bases qui contiennent les décisions de justice dans le cadre de l'instruction des pourvois qui questionnaient l'encadrement d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Le service de documentation et d'études, au sein de la Cour de cassation, il y a 3 circuits qui sont prévus pour traiter les pourvois. Donc, comme vous le savez, la Cour de cassation n'a pas mis en place un filtre. Donc, tous les pourvois sont recevables et sont instruits. Et il y a 3 circuits. Un circuit court, pour les pourvois les plus simples qui posent des questions qui peuvent être traitées rapidement, un circuit intermédiaire, un circuit approfondi. Le circuit approfondi est celui qui est utilisé de manière, je parle sous le contrôle d'Anne Beria, c'est un circuit approfondi qui est utilisé de manière réservée pour les dossiers les plus complexes. Donc les barèmes d'indemnisation ont suivi ce processus-là. Et ont pour conséquence d'associer très en amont de la procédure d'instruction du dossier le service de documentation et d'études, le parquet général, les membres du siège de la Chambre, et l'étude fait l'objet d'une séance d'instruction, d'aller-retour entre le service de documentation et d'études, le parquet général et le siège, jusqu'à l'audience et puis après la diffusion de la décision. Pour la base Jurica, nous avons mené une étude statistique de l'application des barèmes d'indemnisation qui résulte de l'article L 1235-3 du Code du travail par les cours d'appel. Et nous avons donc extrait des décisions de la base Jurica et on a procédé à une analyse qui a été ensuite soumise aux parties, donc soumise au contradictoire, pour être versée dans les débats. On utilise aussi à la Cour une autre base de données qui s'appelle Jurinet et qui rassemble, qui a été créée par le premier président Canivet en 2003-2004 et qui depuis 2005 contient toutes les décisions rendues par la Cour de cassation et qui permet d'avoir accès au rapport du conseiller rapporteur et à l'avis de l'avocat général. Et on a mené 3 autres études via Jurinet. On a rédigé un panorama des arrêts de la Chambre sociale de la Cour qui étaient rendus au visa ou sur le fondement de la Convention 158 de l'OIT ou de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Une autre étude de droit comparé sur les barèmes et les plafonds d'indemnisation en cas de licenciement injustifié. Et puis une étude, pas via Jurinet, mais une étude sur les barèmes d'indemnisation et l'accès aux juges, donc sous le prisme de l'article 6 de la CEDH. Et donc ces études-là, c'est effectivement sont une approche scientifique et une analyse juridique. Donc c'est l'autre volet du travail qui est fait. Qui permettent de rappeler à chaque fois que le procès est la chose des parties. Le principe dispositif fait que le juge ne se saisit pas lui-même des fondements juridiques et des questions. Et notamment sur Jurica et la façon dont les cours d'appel appliquaient les barèmes Macron, on s'est rendu compte que très peu avaient écarté le barème d'indemnisation, mais parce que on a analysé 250 décisions, un peu moins. 9 écartaient le barème, mais sur les 9, très peu en fait soulevaient. Les parties ne soulevaient pas en fait l'argument tenant à la Convention de l'OIT et la Charte sociale européenne. Donc
ça permet de mettre en perspective beaucoup de choses et de rappeler que si l'argument n'est pas porté au prétoire, le juge ne peut pas d'office aller sur ce terrain-là. Et lorsqu'on a analysé les bases, la base Jurica, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle fait le lien entre les arrêts de cour d'appel rendus et les pourvois à la Cour de cassation qui sont formés. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir si un arrêt est frappé d'un pourvoi et si la Cour de cassation a rendu une décision. La base Jurica renvoie vers la base Jurinet, donc on a accès à tout ça. Il y a un chaînage qui est fait entre l'arrêt de cour d'appel, l'arrêt de la Cour de cassation. Et c'est comme ça qu'à l'occasion de cette étude statistique, on a repéré que d'autres arrêts de cour d'appel étaient frappés de pourvoi et qui, dans des pourvois de manière incidente, avaient soulevé l'argument selon lequel le barème d'indemnisation serait contraire aux conventions de l'OIT, mais c'était de manière incidente. C'est cette étude qui nous a permis de voir qu'il n'y avait pas que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris de mars 2020 qui avait écarté le barème, mais que d'autres arrêts l'avaient fait. Et les arrêts rendus en mai 2022, alors il y a 2 arrêts publiés, donc l'un des 2 a été rapproché par le SDER, et puis il y a un 3e arrêt en réalité qui a été rendu, mais qui lui était diffusé. Donc en fait il y a 3 arrêts sur la question, et c'est Jurica qui nous a permis de faire ces rapprochements-là. Voilà. Et en dernier lieu, sur la diffusion des décisions de justice, elles sont ensuite versées dans Judilibre. Judilibre, c'est le nouveau site internet de la Cour de cassation, et qui reprend en fait les arrêts qui sont versés dans Jurinet. Donc Jurinet qui est une base interne à destination des magistrats. Donc la Cour de cassation alimente Jurinet. Le service de documentation et d'études enrichit les décisions de justice en titrant les sommaires des arrêts publiés et en faisant des rapprochements entre les arrêts, l'arrêt considéré et des arrêts rendus par la Chambre, des arrêts antérieurs ou des arrêts d'autres chambres ou des arrêts de la CJU et de la CEDH qui concernent la même thématique. Et cette base Jurinet alimente Judilibre, Judilibre qui est donc le site internet de la Cour, auquel vous avez tous accès, et qui est enrichi par les notices explicatives des conseillers rapporteurs, les avis du parquet général et des communiqués de presse éventuellement qui sont rédigés par la chambre concernée. Et puis pour les arrêts les plus importants, ils sont même traduits en langue étrangère pour assurer une diffusion la plus large. Et dernier point, et j'en aurai terminé, sur Jurica, le service de documentation et d'études assure un suivi pour voir comment les cours d'appel appliquent les décisions de la Cour de cassation. Et pour ne parler que donc du barème d'indemnisation, vous savez que la Cour d'appel de Douai a rendu une décision en octobre 2022 qui écarte l'application des barèmes au terme d'une motivation très détaillée. Et le service de documentation et d'études a eu accès à cette décision par Jurica et a recherché dans les revues juridiques si cet arrêt était commenté, comment il était commenté, pour après faire remonter à la Chambre sociale. Donc voilà comment le service de documentation et d'études se sert de ces bases de données pour les travaux de la Cour. Bien, merci beaucoup Madame Safatian pour nous avoir montré comment effectivement ce service utilise les études empiriques et en particulier la base de données Jurica pour donner un certain nombre d'informations d'aide à la décision finalement pour le juge.